I can hear you, right? Great. So welcome to Je vais passer la parole à mes collègues de VoxBoxer, c'est-à-dire la plateforme que nous utilisons, pour qu'ils expliquent comment la plateforme marche et comment vous pouvez écouter cette présentation en 2 autres langues encore. On fait aussi un enregistrement de manière à pouvoir le partager dans notre réseau, en français et en espagnol. Je m'appelle Bridget Burns, je suis au point focal de la constituante féminine de la COP. Là, on a eu une urgence et ma collègue s'excuse de ne pouvoir pas être avec nous, de ne pas pouvoir être avec nous. Nous avons 2 webinaires dans les journées qui viennent, dans les 2 jours qui viennent. Nous sommes désolés que ça vienne si tard, donc, juste quelques jours avant notre départ pour Madrid. Vous savez tous que le changement de la localisation a fait que ces webinaires qui étaient censés commencer au début de novembre ont été repoussés. Donc je voudrais remercier en particulier Patricia qui a travaillé très dur pour que tout marche au mieux. Un peu de contexte sur le plaidoyer féminin ou féministe et pourquoi les féministes le font, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Demain on va entrer dans les sujets principaux dont on va s'occuper à la COP25. Maintenant je vais passer la parole aux collègues de VoxBoxer qui vont expliquer le côté technique du webinaire. Merci, Brigitte. Bonjour tout le monde. Je suis de VoxBoxer et je vais juste vous donner une petite introduction sur la manière de bénéficier au mieux du webinaire. Donc le webinaire est accessible en 3 langues simultanées, anglais, français et espagnol. Vous pouvez choisir votre langue dans le menu en bas, à côté du chatbox. Vous allez voir et entendre les présentations dans la langue de votre choix. Vous pourrez aussi utiliser le chat sur le côté droit si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires aux intervenants. Et vous pouvez écrire dans la langue de votre choix. Si vous voulez, vous pouvez aussi traduire chaque message en cliquant sur le bouton de traduction. Si vous avez des problèmes techniques ou des questions techniques, n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation en bas à gauche. C'est là que les gens du staff vous attendent. Ça serait tout pour ma part. J'espère que cette expérience d'aujourd'hui va vous plaire et je passe la parole à Brigitte, encore une fois. Merci. Une chose que je voulais mentionner aussi, je mentionnais ici avant, la différence des GoToMeeting, ce qu'on utilise dans nos appels téléphoniques habituels. Là, ça sera un peu différent. Après ce webinaire, probablement, auquel vous ne pouvez pas participer vocalement avec vos doigts. Par exemple, vous avez une traduction. Utilisez donc le chatbox en bas à droite si vous avez des commentaires ou des questions. Dans la langue de votre choix. Si c'est espagnol ou français, et ça sera donc traduit. Donc je vais commencer avec le contexte de la CCNUCC. Ça, c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui et de demain. On va passer un peu de temps, on va nous rafraîchir les bases de la CCNUCC. On va voir de quoi va dire l'intégration des questions relatives au sexe dans notre fonctionnement, les constituants des femmes et des hommes, des sexes. Et demain, on va voir
la chronologie des événements au COP25, à la COP25, et on va voir les points d'entrée, les documents d'information. Et on va plonger un peu plus profondément du rapport du GIECC. Donc, pour tous ceux qui ont été au CCNCC, c'est juste un rafraîchissement pour vous, un rappel. La première conférence des partis a eu lieu à Berlin en 1995 et le CNUC est l'organisme prédominant des négociations climatiques et c'est là qu'on a défini les principes clés et aussi dans la compréhension de ce que la solidarité globale mondiale peut être sur les questions relatives au changement climatique. Il s'agit d'arrêter ou reverser les changements climatiques. Tout ce qui est destructif envers notre planète. Je pense que c'est important parce que ces règles et les objectifs et les pays qui ont signé, et on parle de 197 pays qui ont signé. À côté de ça, nous avons les protocoles de Kyoto et l'accord de Paris. C'est des mécanismes qui essayent de faire avancer les choses relatives aux objectifs. Les pays se sont engagés à remplir ces objectifs à partir de 1995. Sous la CNUC, nous avons deux protocoles additionnels ou mécanismes, si vous préférez, qui essayent d'aider. Donc c'était le protocole de Kyoto, qui a eu deux périodes d'engagement. Nous en sommes à la deuxième maintenant. La première de 2008 à 2012 et la deuxième de 2013 à 2020. Le protocole de Kyoto est relatif à une idéologie de ce que les actions pro-climatiques devraient avoir l'air. Et les principes clés et les différences en matière de responsabilité. Dans le contexte des négociations au début, le contexte n'a pas beaucoup changé, mais il est sûr que l'accord de Paris a amené une nouvelle compréhension entre les parties de de quoi ont l'air les actions pro-climatiques. Et il y a l'annexe 1, les pays de l'annexe 1, de l'annexe 2, c'était des engagements envers des objectifs définis que les États définissaient pour s'assurer que leurs objectifs seraient en ligne avec le grand cadre. Ensuite, la négociation du protocole de Kyoto est une situation similaire qui a eu lieu avec les États-Unis qui étaient partis, qui ont adopté le protocole de Kyoto, et après il y a eu un changement des partis et la présidence, l'administration aux États-Unis a changé et ça n'a pas été ratifié. Donc le protocole de Kyoto est devenu un engagement sans les plus grands émetteurs de pollution. Donc les États-Unis ne seront plus dans les années à venir, n'acceptent pas de fait partie de l'annexe 1. Du point de vue des parties, ça devrait être une convention qui serait contraignante pour toutes les parties sur le sujet des changements climatiques. Donc ça a été entré en vigueur en 2016, on parle de l'accord de Paris, et la mise en œuvre, la période de mise en œuvre commence l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, d'ailleurs, sur l'accord de Paris. En coup d'œil, c'est une architecture hybride, c'est une approche ascendance, c'est l'inverse du protocole de Kyoto, comme je l'ai dit. Là, c'est la science qui essaye vraiment de définir ce qui est un objectif raisonnable et possible à tenir. Donc une approche ascendante aussi qui permet les pays de faire des contributions volontaires nationales.
et aussi un changement d'approche, parce qu'il n'y a pas que les pays développés qui font ces engagements. Il y a un cadre commun, et c'est ce que vous allez voir, c'est en cours de négociation en ce qui concerne les détails de ces questions. Maintenant, ça a été adopté et ratifié, je parle de l'accord de Paris, et ce qui arrive, c'est que ce cadre pour les contributions volontaires doit devenir un système pour évaluer ces contributions. Donc il faut faire une moyenne en ce qui concerne les contributions nationales et voir quels sont les résultats des efforts nationaux et de ceux dont les pays se font part. Donc il y a beaucoup de rapports qui sont prévus. Il y a une discussion sur la création du timing et comment calculer les objectifs et les efforts. Le dit aussi définit un objectif de température. Il s'agissait de maintenir la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés. Et ça inclut aussi de la poursuite des efforts en vue de limiter l'augmentation à 1,5 Celsius, ce qui a été un sujet depuis des décennies pour comprendre dans quelle mesure les changements climatiques impactent les gens et les écosystèmes. Et il y a eu un rapport de la part de la CNUC au sujet de ces 1,5 degrés. Comme mentionné avant, la fondation de l'accord de Paris est une structure dans laquelle chaque partie va définir les contributions nationales. Et agir pour le climat. Alors, la CNUC, c'est un sujet qui peut sembler ne pas être directement lié au changement climatique, mais en fait, ce serait intéressant de voir à quoi ressemble la gouvernance de la CNUC. On a l'impression que c'est une structure très complexe. Il y a beaucoup de manières dont les partis et autres acteurs tentent de traiter la question du changement climatique. Et comme vous voyez, il y a eu beaucoup de tentatives, de mécanismes différents qui doivent continuer, mais qui doivent être renforcés de manière continue. Les organes les plus importants de la CNUC, c'est là que des décisions sont prises et c'est là que les traités sont décidés ainsi que les protocoles. C'est la COP, la CMA et la CMP. Et on peut facilement considérer que la CMP c'est l'accord de Paris, mais en fait P c'est protocole et A c'est accord. Donc la COP c'est la conférence des parties, la COP elle-même, à la convention. Donc c'est toutes les parties qui ont signé la CNUC, la convention de la CNUC. C'est l'organe suprême par lequel toutes les prises de décision doivent passer pour être valides dans la CNUC. Et il y a aussi donc la CMA, la CMP, et donc toutes les parties à la COP sont les parties de la CNUC sont dans la COP. Donc. Et l'année prochaine, ça ne fera plus partie du CMA. Il y a des pays qui ne font pas partie de la CMP. Et donc ça, ce sont les 3 organismes qui prennent les décisions en ce qui concerne ces protocoles. Vont se réunir dans la COP pour finaliser les décisions. Mais le travail réel, en fait, a lieu au niveau des organismes subsidiaires. Il y en a 2 qui sont permanents, qui sont là où le travail a vraiment lieu, pour la CNUC. Et il y a des organismes temporaires qui font un travail temporaire. Vous n'avez pas forcément besoin de tout connaître par cœur, mais
si vous voyez la multiplicité des programmes et des négociations, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu parce qu'il y en a dans le SBSTA, le SBI, l'APA, il y en a plusieurs organismes et chaque organisme a son propre programme. Donc l'idée c'est d'essayer de vous aider à comprendre par qui sont prises les décisions. Alors à chaque fois qu'il y a un travail à faire, le travail va être transféré à un organisme subsidiaire pour la mise en œuvre. SAPSTA, c'est sur le Conseil scientifique et technologique. Donc, si on pense par exemple au SBI, donc l'égalité homme-femme, nous on est au niveau du SBI. Et pour les informations nécessaires pour la mise en œuvre de l'action pour le climat, tout le travail qui doit être fait à ce sujet aura lieu dans le cadre du SBI. Par exemple, pour le SAPS-BSTA, par exemple, il y a des programmes de recherche, de recherche scientifique. C'est là où on a besoin de plus de recherche, plus de données scientifiques. Ou par exemple, de mettre en place des normes de mesure communes. Ça aussi, ça va passer au niveau du SBSTA. Et de plus en plus, on voit des programmes communs au niveau du SBI et du SBSTA. Et l'APA, c'était un programme qui servait à voir à quoi allait ressembler l'accord de Paris. Mais ce n'est plus... L'APA a terminé son travail et l'accord de Paris est entré en vigueur. Donc il y a aussi des organes constitués, donc subsidiaires qui travaillent autour des sessions pour créer des décisions. Les organes constitués, ils ont un délai et un calendrier différent. Ils travaillent sur une échelle de temps différente dans l'intérim et donc afin d'informer les décisions prises au niveau intersessionnel. Et c'est par exemple le fonds d'adaptation, le renforcement de la capacité, qui voit à quoi ressemblent les questions de renforcement des capacités, et le LEG pour les pays les moins développés, des experts sur les pays moins développés, qui donnent des conseils et un soutien à ces pays les moins développés. Et il y a aussi le fonds et les institutions financières de la CNUC. Les principaux mécanismes financiers de la CNUC donc, sont le fonds environnemental, le fonds pour le climat, fonds vert pour le climat, et le fonds d'adaptation. Et il y a encore des négociations en cours au cours des années écoulées au sujet du fonds d'adaptation dans le cadre du protocole de Kyoto pour décider si ce fonds allait servir aussi l'accord de Paris, et il a été décidé que ça serait le cas. Et ensuite, il y a le dessin avec cette grande boule qui représente les États, les États membres donc qui sont les parties et qui sont à l'origine de tout cela. Donc, vous allez entendre ces acronymes donc sur ces institutions, vous allez entendre les gens parler de ces différents organismes et voir comment ils sont liés. Et il est très important de voir un peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas les voir en détail, mais tout simplement pour vous dire, il y a des parties, les parties de la CNUC qui négocient en tant que pays eux-mêmes, mais principalement il y a des blocs de pays qui négocient, des négociations entre blocs. C'est surtout le cas pour l'UE qui négocie qui négocie donc au sein de l'UE pour avoir une position commune, et pas par pays individuel. Donc c'est que l'UE qui va négocier dans son ensemble au nom de chacun des États membres. Les autres pays, en général, c'est fait un peu différemment, mais il y a le G77, la Chine, il y a le groupe africain de négociation, BASIC c'est Brésil, Afrique du Sud, Chine, et parfois ils négocient individuellement, mais parfois en bloc. Il y a parfois une déclaration commune, et parfois individuellement. LMDC, ce sont des pays en développement. AOSIS,
sur les îles, certaines îles des Caraïbes et certains pays africains. ILAC, donc Amérique latine. ALBA aussi, c'est un groupe d'États d'Amérique latine. ILAC, c'est Amérique latine et Caraïbes. Il y a la coalition des pays de la forêt tropicale, équatoriale, le groupe arabe, et donc l'UE, et le GIE, qui est le groupe d'intégrité environnementale avec des pays tels que la Suisse, la Corée et le Mexique, et le groupe parapluie avec des pays comme le Japon parfois qui reviennent, et des pays qui ne négocient pas en bloc et qui font des déclarations, parfois au nom du groupe parapluie, mais des pays qui négocient individuellement. Et ensuite, il y a les constituants qui ne sont pas des partis et qui sont essentiels. Alors dans ce cas, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne suivent pas un processus très précis comme à Rio, comme celui fondé à Rio. La CNUC n'avait pas de groupe majeur pour l'égalité homme-femme jusqu'à 2009-2010. Au moment de la fondation du groupe égalité homme-femme. Donc ces participants, c'est Bingo, donc business et industrie, ONGE, c'est les ONG environnementales, qui sont divisées selon le temps d'intervention. CAN, Climate Action Network, et Réseau Climat Justice. Donc il y a ensuite les agriculteurs, les organisations de peuples autochtones, les collectivités locales, les recherches et organisations non gouvernementales indépendantes, les organisations non gouvernementales syndicales, les organisations femmes et genre, et les organisations non gouvernementales de jeunesse. Donc ça, ce sont des éléments qui ne sont pas des partis à la CNUC. Donc il y a des entreprises, des éléments de recherche, comme vous le voyez, des ONG. Et femmes et genre, nous, c'est qu'on essaie. Et donc il y a des organisations, par exemple des universités qui sont dans le domaine de la recherche, mais on leur demande de rejoindre aussi notre groupe Femmes et Genre, parce qu'ils travaillent aussi, ils ont aussi des travaux pertinents dans le domaine égalité homme-femme. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que s'il y a des questions, si on est à la COP ensemble, on va voir les différents documents. Il y a une hiérarchie des documents, par exemple entre traités, protocoles, décisions, conclusions. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Ce qui va donc l'input de la COP, c'est la session de Bonn. Il y a eu beaucoup de questions évoquées qui auraient permis de former des conclusions. On ne peut pas prendre de décision entre sessions parce que la COP ne se réunit pas, tout comme les autres organismes les plus importants qui ne peuvent pas prendre de décision. Donc il y a les conclusions, les rapports, les informations qui vont être apportés comme à la COP afin de générer des décisions. Et ces décisions à la Convention sont contraignantes. Ça, c'est un exemple de la compréhension des structures de décision. Comme je vous l'ai dit, c'est un exemple de 21 CP22, donc une décision d'extension d'extension d'un programme de travail. Et vous voyez ces slash, donc les barres obliques CP22, ça veut dire que c'est une décision prise CP22 à la COP22.
Et en général, il y a un texte de préambule et ensuite la partie opérationnelle. Et c'est très important de trouver nos termes dans la partie opérationnelle. On a eu des textes très ambitieux dans les préambules, mais le préambule, c'est pour poser le décor d'une décision, et la partie opérationnelle, c'est là où on s'attend des actions, c'est là où des changements peuvent avoir lieu, ou doivent ou peuvent avoir lieu, ça c'est encore autre chose, mais bon, c'est dans la partie opérationnelle, c'est ça qui compte vraiment. Je vais faire une pause pour voir si quelqu'un a des questions peut-être. Vous pouvez l'écrire dans la boîte de messagerie, dans le chat, et je vais demander s'il y a des choses à ajouter. Si on passe à la suite, bon, on fait une pause d'une seconde. Merci beaucoup, Bridget. Je peux prendre la suite s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je comprends que beaucoup d'entre vous ont des difficultés à voir la boîte de messagerie. Et donc vous aurez accès à l'enregistrement aussi d'ailleurs et on peut se contacter ultérieurement d'ailleurs aussi pour répondre à vos questions éventuellement. Donc là je ne vois pas de questions. Je crois que je vais continuer. Je ne vais rien ajouter à ce que Bridget vous a dit. C'était une très bonne introduction sur les bases de la CNUC. Et maintenant, je voudrais parler un peu de notre programme donc d'égalité hommes-femmes et genre, et de voir comment on s'articule avec la CNUC, et au niveau des textes et des protocoles. Mais rapidement, je voudrais me présenter. Je m'appelle Patricia Bolland. Je travaille pour une organisation allemande. Nous sommes l'un des membres fondateurs de l'élément femmes et égalité hommes-femmes et genre. Et dans la préparation de la prochaine COP, c'est assez spécial pour nous toutes à cause du changement de lieu et donc de tout ce que ça implique. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et vous l'entendez peut-être, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc je vais parler un peu moins vite. Et je vais un peu lire mes notes. Donc, voilà, veuillez m'excuser si je parle un peu moins vite. Donc, comme vous le voyez au début, il n'y avait aucune référence à l'égalité homme-femme, au genre, au départ, dans la CNUC. Et au début de la convention, donc et ça c'est différent des autres conventions du processus de Rio. Donc la CNUC, c'était la seule qui ne regardait pas cet aspect de l'égalité homme-femme et du genre. Donc, une fois que la CNUC a été ratifiée et que la première conférence des parties a eu lieu, c'était aussi... Il y avait très peu d'implication des organisations en faveur de l'égalité homme-femme dans la CNUC, et les négociations étaient presque exclusivement liées à la réduction des émissions, la technologie, la transition des économies, pour la lutte contre le changement climatique, et très peu sur les questions transversales, surtout des questions transversales. Et c'était donc à ce moment-là qu'il y avait un travail d'activiste à ce sujet, et il y avait très peu de liens entre les questions
questions d'égalité homme-femme et les autres groupes et aussi les questions relatives au développement. À partir de cette phase, il n'y avait pas eu de décision sur un texte sur les changements climatiques et le genre. Mais on a eu de la chance. Il y a eu ce sujet entré dans les négociations, dans les étapes suivantes. À partir de 2001 à 2006, il y avait un intérêt croissant de ces sujets-là. Il y a eu des discussions sur les possibilités d'adaptation et que les partis regardent un peu les politiques d'adaptation. C'était un temps où les femmes étaient comprises comme un groupe vulnérable. Et d'un côté, c'était aussi la question de qui participe au processus. Et les décisions... il s'agissait de trouver un meilleur équilibre entre les délégations nationales, mais aussi les organismes et la présidence pendant les négociations et pendant les réunions. Par exemple, en 2001, à Marrakech, il y a eu une première décision sur l'amélioration de l'équilibre des genres. Et il y a eu des points tournants dans le processus de la CNUC. L'un était très important, évidemment, pour nous. Le fait, c'est que nous avons été reconnus comme constituante en 2010. La constitution femmes de genre en 2010 avec une période de probation de 2 ans. À partir de ce moment, nous avons eu beaucoup plus de droits de parler ou d'intervenir pendant les négociations. À partir des premières décisions, il y a eu une adaptation grandissante des sujets dans les textes, y compris les finances. Mais aussi, à partir de Doha, il y avait une décision sur la parité entre les sexes. Il s'agissait de s'assurer qu'un programme pourrait être mis en place en 2014 sur l'égalité des sexes et des droits humains dans le premier DAP. Ensuite, il y a eu... le fonds directement intégré directement dans les questions de genre. Et le fonds d'adaptation. Et il y a des luttes qui continuent pour mettre en œuvre ces politiques. Ça vient d'être renouvelé, malheureusement pas comme nous l'aurions voulu, pas d'une manière qui nous rendrait particulièrement heureux. Mais au moins, il y a déjà quelque chose où que les gens commencent à prendre en compte les questions relatives au genre. Comme j'ai déjà dit, il y a le programme de travail de Lima sur le genre, particulièrement intéressant. Ce sera intéressant dans la COP25 parce que c'était mis en place en 2014 au départ et maintenant ça a été renouvelé une deuxième période de renouvellement. Nous croyons que ce sera une période qui sera encore étendue de 3 années à 5 ans. Et le premier renouvellement c'était en Marrakech en 2016 et la création du plan d'action que nous avons négocié, et que nous négocions pour la COP25. Ce qui était particulièrement important, c'était que les négociations qui ont mené à l'accord de Paris, et dans la préambule de l'accord de Paris, il a été dit, on parle des questions relatives aux droits de l'homme, mais aussi à l'égalité des genres, ce qui est important. Notre constitution a été... nous faisions le plaidoyer pour l'égalité des sexes
et les questions de justice sociale, mais aussi beaucoup d'autres organisations ont participé. Et ça a été coordonné et on rejoint un groupe qui prenait en compte ces questions transversales qui étaient jusqu'alors négligées. Et maintenant la CNUC sait que ça a beaucoup plus d'importance que ça n'avait avant. De cette perspective, on peut même se rendre compte que ces questions sont relativement faciles plus faciles, le genre est plus facile à intégrer dans les textes que les droits humains, les droits de l'homme, parce qu'ils étaient présents dans la préambule de l'accord de Paris. Et il y a plus de références dans l'accord de Paris relatives aux questions de genre. Et ça descend aux groupes nationaux, aux groupes qui travaillent au niveau plus bas, au niveau national. Pour regarder une autre perspective sur l'évolution du langage genré, on peut trouver ça dans de nombreux documents. Comme j'ai dit au début, les sujets c'était les questions de participation égale et d'équilibre. On voit dans le premier exemple, il y avait aussi une référence aux femmes comme groupe vulnérable. Mais ce langage a changé, évolué vers un langage qui parlerait des problèmes relatifs au genre, la sensibilité au genre. Et maintenant, on parle de la réponse sexe-spécifique, donc sensible au genre. Donc le langage qui concerne d'abord les femmes, maintenant c'est les genres, une approche par genre. Nous pouvons chercher pour nos conformités. C'était juste pour vous donner quelques éléments sur les langages que vous pouvez trouver dans les textes. Ce qui a une influence sur les décisions du CNUC. Donc il faut être prudent quand vous entendez des termes qui étaient utilisés, qui a été utilisé il y a longtemps. Et vous assurez que ces termes ne sont plus utilisés comme les femmes, comme groupe vulnérable. Parce que beaucoup de travail a été fait pour expliquer que les femmes sont acteurs des changements et ne devraient pas être vues uniquement comme des victimes, pour ainsi dire. Pardon, ça me prend toujours beaucoup de temps pour changer de diapo. Maintenant, ça va. Alors, le langage dont nous parlions, là, dans les dernières diapos, montre déjà les deux grands défis que les groupes féministes, auxquels les groupes féministes font face. Il y a le risque de voir une situation où les femmes... il y a une rhétorique qui instrumentalise les femmes. Elles sont vues comme des victimes, comme un groupe vulnérable, au lieu d'être des acteurs actifs des changements. Et il y a aussi un risque qu'au moment où on parle des femmes et du genre, les partis ont tendance à dire qu'ils ont déjà pris soin des questions sociales et ils veulent intégrer seulement les autres conventions relatives aux droits de l'homme de l'ONU et avoir une vue globale, par exemple, sur les droits des peuples indigènes et autres sujets qui ne se réfèrent pas uniquement aux questions relatives au genre. Un challenge que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est que les différents groupes de femmes, en fonction de leur point de vue sur les questions relatives au genre, discutent. Hein. Mais ce qui est clair, je crois, c'est il y a des groupes de plaidoyer, les groupes qui participent aux négociations pour le développement durable, par exemple, les objectifs de développement durable. Les femmes ne veulent pas être intégrées dans un ruisseau pollué.
mais on a des transformations très fortes des sociétés, ce qui cause des formes de répression et qui renforce le patriarcat. J'ai placé une citation de Bella Abzug de 92. Elle est un personnage très important. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, que vous êtes toujours aux négociations de la CNUC. On peut se noyer dans tout ce langage technique que vous regardez. Je dois boire quelque chose. Donc, dans ce que j'ai dit, ça implique qu'il faut qu'on rassemble nos forces pour avoir une approche globale. Le monde, avec le programme néolibéral du monde dans lequel on vit, on voit que les solutions pour le changement climatique sont... il y a eu, par exemple, à Madrid, il va y avoir des discussions très importantes sur l'approche coopérative et sur les mécanismes du marché qui doivent résoudre la question climatique. Et nous, on est assez critiques là-dessus parce que on considère que pour les pays industrialisés développés, échappent à leurs propres responsabilités et ne regardent pas vraiment leur propre mode de vie économique et niveau de vie pour voir si les émissions peuvent être réduites dans les pays industrialisés de manière plus importante. Donc ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on voit les changements réels, en particulier les voix des personnes donc les personnes qui ne font pas bien entendre leur voix, qui ont du mal à le faire et à participer aux négociations. Par exemple, on voit aussi souvent que les délégations de ces pays développés et la société civile ne sont pas aussi bien représentées que dans les pays industrialisés. Et on voit qu'il y a des préoccupations très importantes. Soit on soutient les femmes et les féministes pour leur permettre d'assister à des conférences, mais il faut aussi qu'on veille à ce que leur voix soit entendue lors des discussions de panel ou des entretiens, pour veiller à ce que les conversations incluent donc ces femmes de pays en développement aussi. Alors maintenant, cette transition, on voit le plaidoyer féministe. Il y a il y a la possibilité d'utiliser différents types de forces et de stratégies pour soutenir le plaidoyer. Et on voit que ça peut être du point de vue technique, du suivi des négociations dans les réunions et des interventions très fortes dans les prises de parole au cours des négociations. Et aussi l'organisation d'événements annexes qui ne sont pas seulement sur les questions techniques et de négociation, mais qui donnent aussi d'autres points de vue sur ce que le monde peut être, ce à quoi il peut ressembler, et des questions transversales, et comment utiliser par exemple aussi de meilleures des approches plus justes en termes d'égalité hommes-femmes pour combattre le changement climatique.
Donc, si vous faites partie de cet élément, donc nous prenons part et prenons un peu de recul pour voir nos objectifs au niveau de ce constituant égalité homme-femme et genre. Et on prend un peu de recul et on donne du soutien à la société civile parce que c'est parfois difficile de se réunir au niveau des différents points de vue d'un côté pour voir les négociations et les questions techniques qui sont évoquées et d'un autre côté voir aussi ce qui est nécessaire pour avoir une réelle transformation féministe qui mènerait à 1,5 degré parce que aujourd'hui les négociations ne sont pas assez ambitieuses et les pays actuellement font des promesses qui ne sont pas suffisantes au niveau des années à venir. Et en fait, si on voit qu'il y a un plaidoyer fort et un accord sur l'objectif et un narratif commun, une narration commune pour ce qui est essentiel et le plus important, sur les revendications essentielles, à partir du début de l'année prochaine, je pense que, et ça a été le cas pour la COP à Paris en 2015, et par contre, on voit qu'il y a donc les négociations, mais il y a aussi des points de vue très importants sur l'argent utilisé dans l'expansion militaire et faire en sorte qu'il y ait une transition en faveur des stratégies d'atténuation de la lutte contre le changement climatique et d'adaptation dans nos sociétés à partir de budgets plutôt militaires, donc avoir une transition plutôt vers l'atténuation. Il y a des changements, des revendications nouvelles, par exemple sur les mécanismes de marché dans les négociations. Pendant cette COP, ça va être négocié. Et aussi, c'est important si vous formez votre message et si vous essayez de voir ce que vous voulez obtenir, c'est de qui parlez-vous. Et il y a plusieurs publics auxquels vous souhaitez vous adresser, vous avez besoin de vous adresser. D'un côté, il y a des groupes de femmes et de féministes qui ne sont pas toujours impliqués au niveau international, mais qui font un travail très important et qui apportent des changements réels au niveau local ou national. Mais il y a aussi les négociateurs qui cherchent plutôt des revendications fortes et moins générales. Et après, il y a tous les détails sur les négociations. Et on veut avoir vraiment des textes, des phrases qui sont ambivalents. Et donc, il faut qu'on regarde ça plus en détail parce que parfois, si on voit les mécanismes de marché, il y en a qui ne sont pas transformateurs profondément, qui ne sont pas une transformation profonde, et c'est difficile de mettre d'accord toutes les parties impliquées sur nos demandes, nos revendications essentielles. Donc, pour avoir une transition en profondeur. Mais les stratégies sont importantes, elles doivent être efficaces à différents niveaux, aussi par exemple en parlant aux médias et en mettant la question de l'égalité homme-femme au centre du réchauffement climatique. Par exemple, les femmes, souvent, les organisations féministes ne sont pas impliquées dans le changement climatique, mais c'est très important d'être en mesure, d'un côté, de faire la mise en réseau avec le gouvernement, entre les sessions, bien sûr, et aussi de préparer ces documents techniques dont je parlais, mais aussi de faire de la recherche sur des sujets précis tels que la collaboration avec les institutions de recherche pour avoir des arguments solides que l'on pourra avancer afin d'obtenir des résultats dans les négociations.
et on veut voir ces données et ces bases d'argumentation parce que avant de voir la pertinence des questions hommes-femmes, donc il est important d'être présent à certaines réunions comme par exemple l'atelier technique avant la conférence, le début de la conférence, cette semaine, en fait, oui, c'est cette semaine, et donc il faut veiller à vous faire des réunions avec les autres délégations, d'autres groupes de négociation pour le début de la COP. Donc je vais passer maintenant à des images pour vous aider à mieux comprendre comment ça peut fonctionner, comment ça peut se passer. Alors pour les stratégies de plaidoyer qui sont vraiment sur la table, ce que vous voyez, si vous participez vous-même à la COP, vous allez vous-même trouver ce qui est le plus pertinent pour vous au niveau des stratégies et des objectifs, des stratégies auxquelles vous croyez. Comme je vous l'ai dit, en particulier à l'approche avant l'approbation du package de Katowice, il y a eu des stratégies très fortes qui visaient à collaborer avec des alliés qui travaillent sur des questions similaires de droits de l'homme et autres questions transversales. Il a été mentionné qu'il y avait des questions évoquées. On parlait des délégations au sujet de textes très clairs sur les transformations en profondeur qu'on voudrait voir. Et il est très important, une fois les négociations ont commencé, d'être au bon endroit au bon moment. Et donc il faut suivre les nouveaux textes de négociation et vérifier si les mentions auxquelles vous tenez sont incluses et de vérifier que les textes n'ont pas été éliminés au dernier moment, parce que avant qu'on passe à la session suivante, il faut vraiment que vous puissiez veiller à ce que les textes, les mentions qui vous tiennent à cœur soient incluses. Et ensuite, il faut avoir une stratégie réseaux sociaux très forte pour veiller à ce que vos demandes ne restent pas seulement dans la salle de négociation, mais qu'elles soient diffusées également en dehors de la CNUC, de la bulle de la CNUC, pour veiller à ce que les gens connaissent la pertinence des demandes féministes, et ça vous permet aussi d'être plus visible, parce qu'il y a un espace limité pour agrandir l'espace en fait de vos stratégies. Donc il est important aussi d'organiser des événements pour vous présenter et pour présenter les transformations que vous voulez rendre visibles, que vous voulez promouvoir. Donc il y a c'est déjà la 5e année où on a une cérémonie de distribution de remise d'un prix féministe, et en 3 catégories différentes: techniques, non techniques et transformationnelles. 3 catégories avec des prix, et ça nous permet de mettre la lumière sur des projets souvent locaux mais très efficaces. Par exemple, une femme qui a changé le droit de la propriété pour avoir un meilleur accès aux terres et faire en sorte que les populations locales soient plus impliquées. Et ça, c'est notre manière de montrer comment il faut parler de solutions en termes de climat et comment faire avancer la mise en place de l'accord de Paris. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne suffit pas de mentionner ça une fois de temps en temps, mais il faut le mentionner au quotidien, surtout avec la COP. N'abandonnez jamais, mais sachez faire une pause. Prenez soin de vous-même, faites des pauses quand vous en avez besoin, et prenez soin des autres. Et
c'est un sentiment qu'on peut ressentir pendant les négociations. C'est la meilleure stratégie pour survivre à ces négociations. Savoir quand faire une pause. Je n'aimerais pas rentrer trop en profondeur dans les stratégies du cadre des Nations Unies, là, parce que nous sommes déjà 2/3 de la session. J'aimerais donner vous donner un peu plus de place pour poser des questions après, mais ce qui est important dans l'espace des Nations Unies, c'est qu'il y a un cadre des droits humains pour les femmes. Il faut utiliser ce cadre pendant les négociations, parce que ce qui est vrai, c'est que souvent les partis ont tendance à ne pas être d'accord ou dire que certains sujets ne les concernent pas, en particulier dans les négociations climatiques. Mais si on regarde les autres déclarations existantes déjà sur les droits, on peut voir que l'accès de l'information, c'est un droit qui est sur lequel nous sommes d'accord, mais ça se fait référence aux conventions environnementales, la convention CIDO, convention sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça doit être pris en compte. Il y a aussi d'autres conventions des Nations Unies sur lesquelles les partis sont déjà d'accord. Donc c'est un point très fort qu'on peut utiliser pour faire passer vos problèmes, vos préoccupations. Et ça n'est pas dangereux. Il y a des partis, c'est très souvent des choses sur lesquelles ils sont déjà d'accord, mais ça doit être mis en œuvre quand on regarde les questions relatives au changement climatique. Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions, mais vraiment profondément avoir une influence sur la façon que nous vivons. Partage de l'information et les modèles de consommation et la production de l'énergie, la génération de l'énergie, la mobilisation autour de la sécurité dans les différents secteurs de la vie qui sont cruciaux pour vivre une bonne vie et pour être sûr que les gens, que les droits de l'homme sont préservés, sont respectés et protégés contre les enfreintes possibles. En particulier, quelque chose de très pertinent maintenant, c'est les objectifs de développement durable sur lesquels on s'est mis d'accord en 2015 avec l'accord de Paris. C'est simplement l'une de ces conventions au sujet de laquelle les membres de CNUC voudraient avoir une cohérence dans tout ça. Parce que les objectifs climatiques sont aussi partie du développement durable, ça va de soi. Et vice-versa. Et ça a donc un excellent point de départ dans le plaidoyer pour un langage plus dur. Par exemple, les indicateurs qui sont fixés par les objectifs de développement durable, on veut les utiliser ou les utiliser comme exemple pour opérationnaliser les textes du paquet de Katowice ou de ce qui a été dit à Paris. Ça donne une très bonne vue de comment agir et comment cadrer et améliorer votre argumentaire. Donc c'est quelque chose qui, indépendamment du sujet et quelle négociation vous participez, il faut toujours penser que ces choses doivent être prises en compte. Et maintenant, pour donner un peu plus de viande à ce que je dis, à partir du squelette que je disais, la pratique. Voici quelques photos de ce que nous faisons
en tant que constituante, où les féministes travaillent dans l'espace de la CNUC. Vous voyez ici les points focaux du sud et du nord. Il y a des billes qui parlent, là, ici, sur la droite. Ce sont des questions beaucoup plus techniques des négociations. Mais ils ne sont qu'une petite partie de toutes les autres choses qui arrivent. Le plaidoyer veut dire aussi que nous collaborons fortement avec les partis qui sont plus fortes, comme le gouvernement de Finlande, qui a été récompensé parce qu'il soutenait les délégués féministes, soutenait surtout les femmes des pays moins développés. Et ont amélioré aussi leurs compétences en matière de négociation, ce qui les a beaucoup aidés lors de la participation aux délégations. Donc c'était très fort, très puissant, et ça a permis de mettre en œuvre la participation équilibrée du point de vue de genre. En plus, il y a aussi des choses qui ont lieu durant les COP depuis des années déjà. Il s'agit de s'assurer que le genre et les questions des femmes sont prises en compte et vues par un public beaucoup large quand on travaille sur ce sujet. Ce n'est pas seulement les événements qui sont organisés, mais aussi tout l'image générale des événements, grands événements aux petits événements, des expositions qui ont lieu dans les points centraux de la conférence. Il s'agit de s'assurer que beaucoup de gens qui passent à côté voient, qu'ils puissent ressentir combien le genre peut être vu dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Pas seulement durant les conférences, mais aussi sur le terrain. Et bien sûr, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a des histoires de succès, ou comme par exemple la création et la finalisation du plan de genre, du plan d'action pour les genres, ça y est une conférence de Bonn en 2017, ceci veut dire que il y a des succès du plaidoyer. Et on peut prendre une pause et faire la fête, célébrer. Pas seulement dans l'espace des négociations climatiques, mais pendant les marches qui ont lieu, les espaces où nous nous sentons à l'aise, c'est là-bas que nous puisons l'énergie nécessaire à l'action. Et nous pouvons nous comporter comme nous voulons et revendiquer les choses dont nous avons vraiment besoin. Et une autre chose très importante, c'est qu'une fois quand le temps est difficile et il faut défendre des choses pendant les négociations, il est important de garder le sourire. Il faut traverser ces temps difficiles ensemble, ne jamais tomber dans le désespoir, ne jamais sombrer, ou du moins être désespéré ensemble, mais s'assurer que les gens se sentent bien pendant ces temps difficiles. Les négociations sont toujours très dures. C'est que pas Copenhague où ça arrive en fait pendant toute négociation. C'est un moment où il faut prendre soin de soi-même et des autres. Et j'en arrive tout doucement à la fin. C'est la dernière photo qui vous montre
que ce n'est pas seulement nous, mais nous avons beaucoup d'alliés avec lesquels nous voulons travailler. Par exemple, le dernier programme de travail de Lima sur les genres a établi un point focal relatif aux genres. Voici tous les pays. On a demandé les pays de nommer des points focaux pour le secrétariat de la CNUC. Et cela nous donne la possibilité de diriger nos demandes, nos revendications du contexte national et trouver des alliés directs. Pour l'instant, 50 pays, à peu près, un peu plus de 50 pays sont arrivés à nommer ces points focaux. Mais ça va se développer. Et bien sûr, la CNUC, le secrétariat de la CNUC n'a pas eu des points nationaux, points focaux nationaux depuis longtemps, mais ça a changé depuis quelque temps. Donc il y a des points d'ancrage où vous pouvez adresser vos demandes et passer aussi par le secrétariat. Et une autre chose que j'ai déjà mentionnée aussi, vous avez vu la photo de Finlande. Le gouvernement nous a donné la possibilité de coordonner ou au moins d'entrer en contact avec les pays moins développés qui font partie, qui ont des délégations nationales, de les contacter et échanger sur des questions différentes, sur les politiques de genre efficaces et ainsi de suite. Et aussi les questions relatives au climat, comment participer à ces négociations. Nous avons aussi discuté des questions relatives aux relations entre le genre et les technologies, l'adaptation et toutes sortes de différentes manières. Il est toujours important d'avoir ces alliés nationaux parce que c'est eux qui peuvent vous contacter à d'autres organisations et à des sujets. Donc c'est quelque chose que vous devriez toujours garder en tête. Donc je vous aide à la COP et voulais vous impliquer. Les féministes sont présentes. Il y a des rencontres formelles des féministes dans l'espace de la CNUC. Et il y a des groupes d'observation qui ont été reconnus aussi. Il y a différentes manières. Et l'un des plus importants pour suivre toutes les informations qui sont fournies, c'est de rejoindre nous avons vous pouvez joindre des listes des sites web et vous devez vous assurer que les gens, les délégations aussi, qui sont intéressés dans nos sujets, puissent s'assurer qu'elles peuvent suivre nos questions, nos demandes. Nous allons aussi organiser deux formations de plaidoyer avant la conférence, une fois dimanche prochain, le 1er décembre, et une autre fois le 8 décembre, pour ceux qui peuvent rejoindre la COP seulement la deuxième semaine. Si vous avez des problèmes et si vous les rencontrez, nous pouvons toujours vous pouvez toujours contacter notre point focal qui sont là pour vous aider, pour vous assurer que vous pouvez entrer en contact avec la constituante. En particulier, si vous voulez que vos organisations deviennent membres de la constituance de genre, la circonscription, nous rencontrons, nous avons des réunions de stratégie
de la journée, le matin, c'est fermé pour les non-membres ou ouvert uniquement aux membres. Toutefois, nous avons toujours des rencontres en fin de journée. Et là, on a la chance de rencontrer des gens dans un espace ouvert et discuter des différentes perspectives quand on est féministe. Et on se bat pour la justice climatique dans le monde entier. Il va y avoir un programme plus détaillé que vous allez pouvoir observer, mais vous êtes bienvenus à participer au caucus. Donc je mets fin à mon intervention sur ça, et je pense que Bridget pourra peut-être voir s'il y a des questions et ajouter quelque chose si nécessaire. Merci beaucoup Patricia pour cette présentation très utile de l'histoire des constituants Women and Gender, donc femmes et égalité des sexes, égalité entre les sexes. Donc maintenant il y a des questions qui me semblent importantes de Patricia Gleisbock sur une publication sur UN Human Rights, le document sur la question des sexes, sur la défense des terres. Je pense que vous en avez parlé, mais il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez partager ou nous communiquer. Je pense que ce serait très utile. Pour les préoccupations sur les diapos, les liens vers l'information, on va avoir aussi des enregistrements, les diapos et les enregistrements en anglais, en espagnol et en français. On pourra partager tout ça avec vous et vous pourrez donc transmettre ça à vos réseaux sur place aussi. Et il y avait aussi des questions précises sur les écarts à combler dans le plan d'action égalité hommes-femmes et de voir quels pays sont favorables ou lesquels sont opposés à notre programme, et ensuite des nouvelles sur ce qui s'est passé au niveau du fonds vert pour le climat. Alors au niveau des écarts, c'est quelque chose qu'on va voir demain, on va en parler demain. On va vraiment se concentrer sur les questions de la COP25, mais je peux dire que la Women and Gender Constituency a fait une publication sur les éléments qu'on veut mettre en avant sur le prochain plan d'action climat. Ça dure depuis 2 ans, et la manière dont nos travail de publication nous permet de voir ce qui a fonctionné, sur quoi il faut qu'on continue à travailler, et donc là où on est encore, où on a encore du travail à faire. Donc on va vous adresser des emails avec ces ressources-là. Et pour les pays, alors je peux pas vous dire qu'il y a un pays qui est opposé à un plan d'action égalité homme-femme, ou en tout cas pas ouvertement, où il n'y a pas d'opposition frontale. Mais donc il n'y a pas de préoccupation de ce qu'on a vu pour le moment sur une opposition directe à ce qu'on est cela. Je pense qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en ligne avec leur politique nationale et qui sont plus en faveur d'une action nationale pour l'égalité homme-femme. Je pense que les questions, le problème c'est plutôt un problème de ressources, comme tous les autres points de programme. Donc là, il faut agir en la matière et soutenir les progrès des questions d'égalité homme-femme et de mise en place. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent et les ressources. Et donc le défi principal, souvent dans les négociations, c'est la demande d'allocation de ressources pour tout ce qui est considéré comme nouveau ou supplémentaire. C'est très difficile d'avoir des fonds. Donc il y a un rapport
on demande un chapitre du rapport du GIEC sur l'égalité homme-femme, et ça va être difficile d'obtenir cela. Et donc nous, on parle de ça, on va en parler plus en détail demain. Et donc notre idée c'était de partager des informations. Et c'est mercredi qu'on va voir nos discussions stratégiques. Pour ceux qui ne sont pas sur la liste plaidoyer de Women and Gender Constituency, mais on va essayer de parler toutes les 2 semaines en tant que constituant et groupe de plaidoyer pour partager ces informations. Donc très brièvement sur la politique d'égalité homme-femme, c'est pas du tout aussi fort que ce qu'on souhaiterait et c'est pas assez progressif par rapport aux politiques initiales. Et je pense que tous ceux qui travaillent sur ce sujet en sont conscients. Et donc, on va en parler avant la COP. Donc, si vous souhaitez comprendre les questions précises du programme qu'on va discuter à la COP 25, rejoignez-nous demain, même heure, pour le webinar. Je ferme pas maintenant parce que je veux accepter les questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre demain parce qu'on va aller plus en détail sur ces questions, y compris le plan d'action d'égalité homme-femme. Donc si vous voulez prendre la parole et partager vos points de vue, on aura notre réunion de stratégie, notre réunion stratégique mercredi, mais là il n'y aura pas d'interprétation pour ces réunions. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le faire pour le webinaire. Donc, il y avait une question sur le travail sur le terrain, et il y a beaucoup de manières dont Women and Gender Constituency veille à ce que la voix des femmes sur le terrain puisse être entendue dans nos plaidoyers et dans les interventions elles-mêmes, notamment dans la fourniture de ressources et de voies d'expression, de formation, de soutien par formation, d'espace de travail lorsque nécessaire. Mais je pourrais passer la parole à Patricia et Tsouley qui pourraient nous donner plus d'informations à ce sujet. Mais une fois encore, je tenais à ajouter que ça, c'est s'il y a des questions logistiques que vous souhaitez voir, nous allons en parler mercredi matin. Donc, Patricia, je vous rends le micro. Les questions que nous avons reçues jusqu'à maintenant, veuillez indiquer sur le chat box si nous avons perdu quelque chose. Nous avons ici, sur les femmes qui sont impliquées dans le plaidoyer, je voudrais peut-être que je ne suis pas point focal, je suis juste un membre. Je vous encouragerai pendant les rencontres stratégiques, veuillez vraiment parler de vos soucis. Je parle des rencontres que nous avons après la formation du 1er décembre, parce que, pardon, je suis en train de lire le chat en parallèle, parce que ça dépend vraiment de quels sont les sujets qui vont apparaître pendant les réunions. Et comment nous pouvons faire le suivi de cela. Maintenant, aussi pendant les rencontres de caucus, on peut aussi aborder des sujets qui n'ont pas été abordés avant. Il y a
un caucus thématique sur les femmes avec des infirmités. C'est un sujet qui a déjà été abordé, mais nous n'avons pas eu évidemment le moyen de faire le suivi de manière aussi intense que nous avons voulu. Il y a toujours des sujets qui peuvent être abordés par vous, ou vous pouvez toujours ajouter une nouvelle perspective. Nous vous encourageons à le faire. Et si nous avons la possibilité de participer à la conférence pendant les 2 semaines à venir, si vous avez de bons contacts, que vous puissiez rejoindre les groupes locaux et nationaux pour vous assurer qu'ils sont impliqués et qu'elles sont en relation avec les négociations et que nous savons comment utiliser les résultats de l'accord de Paris et les différents documents, par exemple sur les instruments financiers qui existent. Parce que ça, c'est une question toujours pour le GCF. Comment accéder les fonds? C'est ce qui manque aussi, c'est l'information, parce que les gens qui ne sont pas trop impliqués dans la sphère internationale, il leur manque un accès qui permet d'utiliser ces instruments, d'avoir accès à ces instruments. Donc c'est l'une de nos tâches principales pendant les négociations internationales. Il faut s'assurer que toute l'information descend au niveau local aussi. Je pense que je peux repasser la parole à Bridget à ce moment pour lui permettre de fermer le webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Merci beaucoup. Une dernière chose que nous avons vue comme question sur s'il existait un groupe de jeunes. Dans le groupe des femmes, il y a un groupe très actif pour les jeunes féministes qui a été créé de manière autonome pour le COP 21 et 15. Pardon. Nous pouvons vous envoyer le lien. Nous voulons avoir une journée thématique au moins et organiser une journée des jeunes féministes et que ce groupe puisse se rencontrer au moins 2 fois pendant la COP pour pouvoir se partager les informations et les expériences. Donc c'était une excellente question, merci. On va essayer on va faire en sorte que cette information soit tenue à jour. Donc nous avons espoir que vous avez déjà signé pour participer demain. Et nous aurons le plaisir de vous voir demain, de vous en dire plus. Si vous n'êtes pas encore devenu membre ou candidat à ce webinaire, répondez à moi ou à Patricia. On va avoir une réunion stratégique mercredi matin. On pourra discuter certains de ces éléments et détails. Donc assurez-vous que vous êtes enregistré pour les 2 webinaires. Il y a des liens d'enregistrement différents. Merci d'avoir participé et bonne journée. Merci à nos interprètes. Merci beaucoup.